Bonjour, c'est l'heure des mots et débats. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro littéraire. L'invité du jour, il est d'origine ivoirienne. Après avoir été diplômé en biochimie, il a réalisé des documentaires, il a été photographe, il a réalisé aussi des émissions culturelles, il a écrit aussi des articles pour un journal économique, satirique en Côte d'Ivoire. Son premier roman a eu un succès fou. Il est l'auteur de Deux bouts payés, vous avez deviné, c'est Gauze. Bonjour Gauze. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, votre second roman est paru aux éditions Le Nouvel Attila. Le titre, c'est Camarade Papa. Eh bien, découvrons tout de suite cette histoire, tout de suite, au fil des pages. Gauze, dans votre second roman, Camarade Papa, vous êtes dans la peau de deux protagonistes. Le premier, c'est ce jeune homme d'Abilly. Nous sommes en 1880, donc au 19e siècle. Autour de 1880. Autour de 1880. Il fuit le fin fond de la Creuse, la France profonde, pour tenter l'aventure coloniale en Afrique. Deuxième protagoniste, par contre, c'est un petit garçon. Là, c'est un siècle plus tard. Nous sommes en 1977, 1980 77, on va dire. 77. L'année d'après la grande catastrophe de la mort du camarade Mao. Mao, exactement. Et lui, il vit à Amsterdam. Donc, ses parents, sa maman vient de mourir. Et le papa... Elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît pour le paradis socialiste du camarade Enver Hoxha, Oui. en Albanie. On ne sait pas si elle est morte ou si elle est partie. Elle est partie. Et donc, le papa décide d'envoyer ce petit garçon, son fils, découvrir ses racines, rencontrer donc sa tante et son oncle. Disons que le père ne sait plus trop quoi faire de ce gamin un peu à part. Et en plus maintenant, il est celui qui fomente une espèce de révolution. Il ramène cet enfant à sa grand-mère, donc qui est une sorte de migrant. Oui. Migrant voulu par son père. Et comme dans toute migration, le père lui fabrique la fiction d'être une espèce d'agent d'infiltration contre le grand capital dans les colonies d'enfer d'Asie et d'Afrique. Alors, c'est vrai que donc il y a deux discours. Il y a ce discours donc de Colomb, le colon blanc, à travers le regard, le personnage d'Abilly. Et il y a cette façon de voir, c'est l'après-colon, post-colonial, à travers ce regard de ce jeune garçon. D'ailleurs, quel nom a-t-il ? Parce on retient d'Abilly, mais quel est le nom du jeune garçon ? Il s'appelle Shaoshan Davidovitch Ilitch Hanouman. C'est son prénom. Son nom, on ne sait pas trop. Shaoshan, c'est le prénom de Mao. Davidovitch Lénine, Ilitch Trotsky. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est une façon, une philosophie. Comme il dit, ce sont ses prénoms de camarade papa. On va dire que c'est le nom que son père lui donne. Alors, Hanouman, il appelle ça le prénom de maman. Hanouman, c'est un Ani, ça veut dire l'oiseau. Alors, c'est vrai qu'on découvre aussi l'ethnie Ani dans votre roman. C'est un choix comme un autre. Oui, mais parce qu'à Grand Bassam, il y a cette ethnie qui est beaucoup plus présente. À Grand Bassam est une ville française, hein, une véritable invention française, il faut le souligner. Mais voilà, à Grand Bassam, il y a les Apolloniens, les Abourés et surtout les Kroumènes à cette époque-là, qui sont là-bas déjà comme une espèce de migrants intérieurs en Afrique. Et pourquoi les Agnis ? Le royaume de Krenjabo, dont dépend Assini, c'est celui-là qui est le premier à signer des traités avec la France de Louis-Philippe, 1840 et quelques. D'accord ? Donc voilà, Krenjabo est un pôle traditionnel très important au moment de la colonisation. Donc il y a le fantasme de Kong que personne ne connaît vraiment. Il y a Bondoukou qu'on connaît à peu près vaguement, mais Krenjabo, c'est là que se fabrique en fait la Côte d'Ivoire, de ce qui va devenir la Côte d'Ivoire. Donc voilà, Krenjabo, ils sont Agnis, donc tu peux pas parler de colonisation de la Côte d'Ivoire sans parler des Agnis. Et puis moi aussi, j'ai grandi. Je suis pas Agnis, techniquement je suis pas Agnis, je suis Bété de père et de mère, Bété eux-mêmes de père et de mère Bété. Voilà, mais j'ai grandi à Niablé, c'est ça la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est bien, à Niablé, à la frontière du Ghana, donc ville Agnis, l'Indénié. J'ai fait le CP1 à Agny-Blécro, qui est à Sikasso dont je parle, le pays de l'or. En fait, en réalité, c'est devenu Agny-Blécro. Et puis ensuite, j'ai encore fait une classe à Bangourou, donc je suis un peu Agnis de naissance, on va dire. Mais
pour justement remonter à cette période, on va dire, autour de 1880. Il y a eu des recherches, des documents de votre part, de votre côté, ou Évidemment, vos grands-parents ou arrière-grands-parents qui vous parlaient? J'ai cumulé beaucoup de recherches, on va dire, écrites, mais aussi j'ai chopé des témoignages oraux. Mais la colonisation, c'est quelque chose de très documenté. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que c'est scandaleux qu'on nous enseigne à l'école primaire, en tout cas des raccourcis de cette période-là. C'est très documenté. La première requête Google peut donner des résultats très très fins déjà. Donc, mais ensuite, pour affiner ça, j'ai pas mal bossé, notamment aux archives nationales d'outre-mer, d'Aix-en-Provence. La mémoire coloniale écrite de l'Afrique est en France, encore aujourd'hui. Ils ont fait un boulot extraordinaire de numérisation de tous les documents. Si tu veux savoir qui est rentré à Port-Gentil le 16 décembre 1902, tu peux trouver un rapport. Voilà, c'est hyper documenté. Et ils avaient des raisons de documenter la colonisation. Le taux de mortalité des explorateurs était élevé. Oui, Les gens partaient mourir là-bas. Donc, ce qui restait, pour ceux qui prenaient le relais, c'était l'écrit. Donc, c'était hyper important de documenter ce qu'on faisait. En tant qu'écrivain, est-ce qu'il était facile ou difficile de rentrer dans la peau d'un colon, dans la peau de Dabi? C'est vrai que ça c'est étonnant. D'un colon français. Oui, d'un colon français, mais c'est vrai qu'il est très respectueux. C'est-à-dire, on n'est pas rentré dans le cliché où c'est le colon qui traite les Noirs de nègres, qui n'a aucun respect vers eux, qui les humilie pas. Au contraire, il y a cette découverte. C'était assez surprenant. Alors, on va dire, on est à l'entrée, à la porte de la colonisation. La Côte d'Ivoire n'est pas encore décrétée. On en parlera un peu plus tard, si tu veux. Et comment je fais pour écrire en me mettant dans la peau d'un blanc? C'est super facile, enfin. D'abord, j'avais fait le choix d'écrire à la première personne pour justement fabriquer, générer de l'empathie, de la sympathie, ou bien en tout cas quelque chose qui est à hauteur d'homme. C'était ça le plan quand j'écrivais. Et après, on peut se causer. Même moi, qui suis très ouvert d'esprit, je me suis posé la question, est-ce que je suis légitime dans la peau d'un homme blanc du 19e siècle? Mais rien qu'à réfléchir juste une minute de plus, tu te dis, ouais, sortons des clichés. Sortons des clichés. Cet enfant de 20 ans, ce jeune homme de 20 ans, est-ce que je peux l'être? Oui, j'ai eu 20 ans. Est-ce que je peux être quelqu'un qui a rêvé d'un territoire lointain, qui a rêvé d'un horizon ailleurs, meilleur? Oui, j'ai rêvé de ça. Est-ce que je peux parler avec sa langue? Mais oui, on parle la même langue. Est-ce que je connais son histoire? Mais oui, je connais son histoire. On partage la même histoire. Désormais, il n'y a plus une Afrique séparée comme ça. Il n'y a plus une Europe d'un autre côté. Il y a ces deux civilisations-là ont copulé au moment où le premier homme blanc a mis son pied sur la plage de Grand Bassam. Était morte la civilisation européenne. Au moment où le premier homme noir l'a vue, était morte la civilisation africaine. Ce qui s'est passé, c'est cette rencontre-là qui a donné un enfant dont on n'ose même pas encore dire le nom. Et qui est cet enfant? C'est nous. C'est moi, c'est toi. C'est le français qui est dans la rue. Il est déjà modifié par la colonisation. Il faut juste mettre un nom et des termes dessus. Voilà. Donc c'était facile, on a la même histoire. Voilà. En parlant de langue, c'est assez surprenant parce que donc dans la peau de Dabi, on sait que il vient de la France profonde et on découvre ce petit garçon qui vit à Amsterdam et sa manière de parler. Alors moi, m'a dérangée parce que j'ai relevé parfois il y avait des phrases. C'est une très bonne chose d'être dérangé par un livre qu'on lit. Oui, parce que je me dis, mais attendez, c'est une coquille de la part de l'éditeur ou non? Mais et après j'ai compris que c'était sa façon de parler. Après, il n'y a que des coquilles, il n'y a que des coquilles. Et donc, j'ai compris à un moment, il dit, Yolanda, regarde ailleurs, chaque fois que je l'attriste, entre eux, ils parlent le cri. Et donc, je me suis dit, mais attends, il rend triste quelqu'un, il manque des verbes. L-A est plus loin de triste. Donc, il y a quelque chose, je joue entre le son et ce que les yeux voient. En fait, voilà, je m'approprie le langage, c'est typiquement abidjanais. Mais parce qu'il vient de Amsterdam, il ne maîtrise pas le français, c'est pour cela? Il est hollandais, cet enfant, même s'il est de père et de mère ivoirien. Il est hollandais. À l'école, il parle hollandais, dans la rue, il parle hollandais. La seule fois où il entend parler français, c'est à travers les discours marxistes-léninistes de son père.
Donc voilà, donc c'est à l'oreille qu'il se fabrique son truc. Cet enfant, donc ça donne l'occasion de s'éclater. Ça, c'est d'une part le langage de l'enfant. De l'autre part, le langage de Dabi, c'est très zolaïen. Hein. Et c'est aussi les deux façons de parler sont inattendues, en tout cas de ma part. Ils sont assez inattendus. Donc voilà, c'est du grand français du 19e siècle. Il fallait trouver cette langue-là. Sortir des rapports administratifs, sortir d'Émile Zola et tout ça. Il fallait la trouver, en fait. Et elle, cette langue de Dabi, je l'ai trouvée dans les lettres que les gens s'envoyaient à l'époque. Alors, donc, le colon, quand tu es là, quand tu es administrateur colonial officiel, tu écris des rapports qui sont très sérieux, tu comptes des gens, des choses comme ça. Donc, quand on les lit, les uns à la suite des autres, on a l'impression que ces gens-là n'ont jamais faim, ils n'ont jamais soif, ils tombent pas amoureux. C'est des super héros alors qu'ils meurent de paludisme et de diarrhée à longueur de journée. Ils sont vidés de dysenterie. Par contre, quand ils écrivent à leurs amis restés de l'autre côté, ça devient plus humain, plus beau, plus patiné de quelque chose de sentimental. Donc voilà, ils peuvent parler de leurs copines, de leurs amours, des enfants qu'ils perdent ou bien qui meurent, de leurs amis, de leurs ennemis, de leurs inimitiés, etc., etc. Donc l'idée, c'était vraiment de descendre à hauteur d'homme et dire qu'en fait, quand Jules Ferry lance les troupes comme ça, à la conquête, à l'assaut de l'outre-mer pour apporter la civilisation, c'est son discours, il le tient juste à côté là d'ailleurs. C'est son discours, c'est une grande fiction qu'il invente à une France à genoux, mise à genoux par la défaite contre l'Allemagne dès 1870. D'accord, il refabrique du français dans sa tête, en leur donnant une nouvelle dignité. Mais les hommes qui vont à l'assaut de cette fiction-là, ce sont des petites mains de la colonisation, c'est des petits messieurs. Ce sont des gens perdus. Lui, il est fils de paysans. Donc encore plus prolétaire encore que les ouvriers. Donc voilà, c'est un migrant qui part dans l'espoir d'un ailleurs meilleur. Voilà. Mais il fait cet effort quand même de respecter les coutumes des autres. Il observe beaucoup. Il se tait, il se met. C'est pas comme deux gens ou les autres qui l'accompagnent, qui se mettent en avant. Nous sommes la France, nous sommes les Blancs. Bah oui, alors qu'on sait qu'au fond, eux, ils sont là-bas pour leur propre poche aussi. Voilà. Il apprend même la langue. Ben oui, il parle. C'est logique. À partir du moment où tu mets un personnage à hauteur d'homme, c'est normal qu'il essaye de comprendre. Ce sont les champions qui sont là-bas. Ce sont les Agnis, les Abruzes, qui arrivent à communiquer en français. Ils ne parlent pas petit nègre. Hein. Ils parlent français. Ils parlent français à une période où les Bretons ne parlaient pas français, par exemple. Ils parlent français à une période où, en Occitanie, on ne parlait pas français. Donc ce sont eux les champions. Donc cet homme-là, il voit ça. Il rencontre des hommes. C'est ça qui se passe, quoi qu'il arrive. Lui, il n'est pas dans la fiction de Jules Ferry. Il est dans sa fiction personnelle. Je vais, et puis on verra. Je voulais savoir autre chose. À travers le regard du petit garçon, qui a un nom difficilement dissible, comment dire, est-ce que vous avez affiché vos propres idées, votre façon de voir, votre philosophie politique, la révolution, les rouges? Tout à fait. Mais c'est un peu plus subtil que ça, bien évidemment. L'idée de ce jeune garçon qui apparaît là, comme ça, 100 ans plus tard, et dont l'histoire est imbriquée comme ça dans le grand roman de ce colon de l'époque, l'idée, c'est de fabriquer du recul historique sur la colonisation. Ça génère beaucoup de subjectivité, la colonisation. Déjà chez les Blancs, parce qu'ils ont envie de dire qu'ils ont fait de bonnes choses, ils ont envie de se convaincre que la colonisation était positive. Et chez les Noirs, parce qu'ils ont envie de se sentir victimes pour accepter la défaite. Voilà. Donc ça génère beaucoup de subjectivité. Donc ce gamin-là, il donne du recul historique. On s'en fout si la colonisation était bien ou pas bien. C'est pas ça la question. C'est qu'est-ce qu'elle a donné. Nous sommes le résultat de ce truc-là. C'est ça qu'il faut regarder en face. Et donc moi, je fabrique ce gamin-là pour pouvoir regarder ces moments-là en face avec un peu plus de lucidité.
un peu plus d'intelligence, moins de sentimentalisme béat, quoi. C'est des choses qui ont fabriqué la négritude, et, tu vois, des contre-fictions, le panafricanisme, qui est une espèce de contre-fiction de la fiction coloniale. Donc en fait, les gens, ils ont utilisé les armes de la colonisation, les armes de leur oppresseur, pour se dresser contre lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux pas faire ça sérieusement. Donc ils ont fabriqué de l'exotisme, ils ont fabriqué du cliché. Ouais, on avait besoin que la civilisation africaine soit grande désormais. Hein, on s'invente les pyramides des pharaons noirs. Bon voilà, peu importe s'ils sont noirs. Est-ce que la civilisation, la civilisation, c'est forcément construire des grandes pyramides? Est-ce que la civilisation, c'est pas aussi dans les contes de grand-papa? Voilà. On n'est pas obligé de... Donc, ils ont vraiment utilisé les armes de leurs conquistadors pour se dresser contre leurs conquistadors. C'est qui est une erreur historique qui a fabriqué toutes ces aberrations, négritude. Mais peut-être c'est le fait aussi qu'il n'y ait pas cette reconnaissance. Mais je n'ai pas, j'ai pas à être reconnu par qui que ce soit. J'ai juste à être. Il faut juste être. Voilà, moi je suis né en 1971, issu de 2 cultures. Je parlais 5 langues sur le chemin de l'école. Quand même, Abidjan, c'est déjà le monde de demain. Abidjan, Douala, Nairobi, c'est déjà le monde de demain. Ici, ils sont en panne. Nous, on est déjà des superman. On n'a pas à prouver à qui que ce soit. On a 2 cultures. Moi, comme n'importe quel bonhomme d'ici, qui est né en 1970 comme moi, on a fait les mêmes études, on a lu les mêmes bouquins, on a regardé les mêmes films, on a écouté la même musique de merde, etc., etc. D'accord? Voilà. Moi, j'ai ça. Je n'ai pas à lui prouver, je l'ai déjà. Mais ce que lui n'a pas, c'est ce que moi j'ai en plus et qui fait de moi un Superman. J'ai la cosmogonie Dogon, j'ai la mystique Sénoufo, j'ai l'esthétique Gourou, j'ai les poids apaisés l'or Akan, j'ai l'oralité Malinké, etc. Donc c'est moi Superman, j'ai pas à prouver. Lui, il est bancal avec sa pauvre culture que j'ai déjà. Il s'est privé de la culture africaine vers laquelle on a lancé ses grands-parents, juste à cause par condescendance en fait, à cause de la condescendance qu'a fabriqué le regard colonial. Ça a privé l'Europe de la richesse africaine, la richesse culturelle africaine. Oui. Voilà, c'est ça, il n'y a que ça qui compte. Donc nous sommes l'aboutissement clinquant, beau, majestueux, intelligent, pertinent, sûr de lui, de cette rencontre entre 2 civilisations. Parce que nous sommes les plus riches, ou parce que nous avons 2 pieds civilisationnels désormais. On s'en fout de la négritude et du panafricanisme. Très bien, merci beaucoup Gauss pour cette première partie d'émission. Nous allons passer tout de suite à Carte sur table. Pour Carte sur table, Gauss, dans une interview, vous avez dit « J'ai 2 cultures ». La plupart des gens, justement, ont du mal parfois à jongler avec ces 2 cultures. Et vous, on a l'impression que c'est une fierté, une force. Évidemment que c'est une force. Juxtaposer 2 cultures, en soi, c'est génial. Il n'y en a pas une qui prédomine sur l'autre. Mais non, mais de toute façon, c'est pas une somme mathématique. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pas une somme mathématique. C'est une résultante vectorielle. Voilà, c'est vraiment pas une somme. Donc c'est un mélange de tout ça. Ça donne des choses incroyables. Regarde aujourd'hui, le français, c'est chez nous là qu'il est fabriqué. C'est pas chez les vieux sclérosés de l'académie. Voilà, déjà. C'est ça là, les 2 cultures. À Abidjan, on connaît les enjeux du Brexit bien, mais ici à Paris, personne ne connaît les enjeux des élections de 2020, par exemple. Voilà, nous, on sait ce que ça représente, une élection, les élections qui ont lieu au Brésil. Oui. Tu descends dans la rue, tu peux parler de ça avec n'importe qui. Oui. Par exemple, voilà. Alors qu'en France, ici, ils ne savent même pas que Lula est en prison. Monsieur tout le monde n'est pas... Donc on est de toute façon ça. Je ne suis pas le seul. On est tous une génération de Superman. Ça va se jouer chez nous en Afrique. C'est chez nous qui... Par exemple, les nouvelles technologies, la manière dont on a l'habitude de s'approprier les choses, ça vient de là. Regardez comment on s'est approprié la religion du colon, sa langue, ses symboliques, etc.
On continue comme ça, avec les nouvelles technologies. On a de l'avance sur tout le monde. On n'a pas peur d'être envahi. Les gens parlent de Chinois, mais ils vont venir, les Chinois. On va les absorber, comme on a absorbé les autres, tranquillement. Et ça va se jouer chez nous dans 100 ans. C'est nous les hommes de demain, le Superman, l'être zarathustrien que Nietzsche imaginait. Il ne savait pas qu'il parlait de gars de Bruma côté à jamais. Autre chose, il y a une photo, je pense que vous pouvez regarder dans l'écran de retour. Vous êtes avec l'écrivain congolais Alain Mabankou. Mais qu'est-ce qui se passe? On sent qu'il y a une bonne entente entre vous. Qu'est-ce que vous dites et où êtes-vous? Nous sommes dans l'appartement d'une journaliste qui s'appelle Payot, de l'Express, où elle nous a interrogés, en fait, nous a interviewés autour de nos 2 bouquins. Donc Camarade Papa, oui, et Les Cigognes sont immortelles. Oui. Donc déjà, parce que c'est le symbole d'une génération qui prend c'est une espèce de nouvelle littérature africaine en France aussi, une espèce de pointe de la nouvelle littérature africaine en France. Et puis ces deux livres prennent le parti du regard de la voix d'un enfant aussi. Donc dans Les Cigognes sont immortelles, Alain Mabankou revient un peu sur son regard, sur comment il a vu le coup d'État contre Marien Ngouabi, et il contextualise ça à travers son regard d'enfant. Donc voilà, donc il y avait un sens à ce qu'on se... Et pourquoi on a l'impression d'une grande connivence? Parce que nous appartenons justement à ces codes culturels du Superman. Donc entre Superman, on se reconnaît facilement. Les autres sont complètement, ils ont leur béquille là. Ils vont avoir du mal à nous suivre les 15 prochaines années dans notre œuvre littéraire. Je vous promets qu'ils vont avoir du mal. C'est la naissance d'une espèce de nouvelle révolution littéraire, esthétique. Et ça vous dérange si je dis francophone et pas africaine? Ah non, francophone, ça n'existe pas. La francophonie n'est pas une langue. Nous, on parle français. Personne ne parle francophone. D'accord? Il ne viendrait à personne de dire qu'un Marseillais est francophone. Pourtant, ils ont un langage assez particulier, avec un accent assez particulier. Il ne viendrait jamais de dire qu'un Québécois, voilà, c'est un francophone. Voilà, ils ont un langage particulier. Ils parlent tous français. Ils ont un accent particulier, mais tout le monde parle français. Et le français qui est normal, c'est celui qui est parlé par le plus grand nombre. Et qui est le plus grand nombre de gens qui parlent français? C'est nous. Donc, désormais, dans quelques années, c'est nous qui allons donner édicter les règles de l'académie. On va leur dire comment on s'enjaille en parlant le français. On va passer après ça tout de suite au coup de cœur. Pour ce coup de cœur, qui avez-vous choisi comme auteur, Gauze? La vie devant soi, de Romain Gary. Pour quelle raison? Romain Gary, parce que Romain Gary, c'est Pelé. Mais enfin, Romain Gary, c'est Pelé. Son œuvre, sa langue, sa plume, son regard, tout est magnifique chez Romain Gary. Tout est beau. Il n'y a pas un seul livre qui est passé à côté de la grande histoire, de la grande littérature. Justement, c'est un bel exemple de supermanisme dont je parlais tout à l'heure. D'origine russe, lettonne, il a cumulé toutes ces cultures, en plus de la culture française. Quand il y a eu la guerre, il s'est enrôlé directement, parce qu'il il a donné cette œuvre-là. J'ai choisi La vie devant soi parce qu'il écrit sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Ah oui. Pour avoir son 2e Goncourt. Le gars, il a le sens de la dérision. Il a poussé son regard de politique, esthétique, jusqu'au bout, jusque même dans sa mort. Parce qu'il s'est donné la mort en disant que... Je crois que la dernière lettre, c'était « Enfin, je m'exprime totalement et pleinement ». Voilà, c'est ça qu'on appelle... c'est presque Bété ou Agny, Romain Gary. Et donc c'est ça, cette flamboyance, cette générosité-là. Il a tordu le verbe, il a tordu le français à sa sauce dans La vie devant soi, à travers la langue de ce petit Momo-là. Et la langue de mon Shaoshan, de mon Anouma, là, oui, c'est un hommage, un clin d'œil appuyé, justement, au Momo de Romain Gary.
Mais un Parce certain que c'est lui parce que c'est lui qui c'était- me dit, c'est lui qui nous dit clairement, regarde, tu peux en faire ce que tu veux de ce français-là. Mais c'est C'est marrant parce que un ouchi de la littérature. mais il y a une dichotomie parce que justement la Hollande, c'est un pays prospère et alors que le papa, camarade papa et le fils parlent de révolution, donc on est anticapitaliste. Alors, alors, ils vont en Hollande, ils sont tellement à fond dans leur délire, ils vont en Hollande parce qu'ils considèrent que le capitalisme, comme moi, est une espèce d'épidémie, une maladie qui a contaminé tout le monde. Donc ce couple-là va en Hollande comme des chercheurs pour trouver le patient zéro. Quand on a une épidémie, pour pouvoir trouver le vaccin, Oui. il faut, quand tu attrapes le patient zéro, bon voilà, tu peux faire ta tambouille et trouver ce fameux vaccin-là. D'accord? Et donc, eux, ils vont là-bas en considérant que, voilà, le capitalisme est né là. C'est lui, le patient zéro, qui a contaminé tout le reste de la planète. Et c'est pour cette raison que vous êtes allé à la fête de l'humanité? Bah oui, c'est un grand classique. Mais moi, j'assume, hein, j'ai pas de souci avec mes idées politiques. Je suis marxiste-léniniste. Je suis un putain de ML, comme on disait dans les années 70. Et c'est pas, je ne suis pas comptable de ce que Staline, Lénine et tout ça ont fait de cette idéologie-là. J'en suis pas comptable. De la même façon que je considère que le français d'aujourd'hui n'est pas comptable, n'est pas responsable de ce que ses grands-parents ont fait, par exemple, au Congo ou bien en Oubangui-Chari. D'accord? Donc moi, je te reproche pas ça, ne me reproche pas. Je suis pas comptable de ça. Moi, ce que je retiens, c'est l'idéologie idéale, l'utopie. Il faut rêver pour pouvoir fabriquer un monde. Et c'est ça. Et c'est difficile d'être de gauche, de collectiviser la production et de répartir les richesses. Parce que nous appartenons à des nations traversées de contradictions. Donc il faut arbitrer. Est-ce qu'on a les moyens de cet arbitrage? Oui, l'intelligence, la beauté, l'esthétique, la volonté de fabriquer un monde meilleur pour nos enfants. C'est difficile d'être de gauche. C'est plus facile de laisser la joie de la loi de la jungle sévir. Et c'est plus facile de justifier les injustices. Il y a des gens qui ont 1 milliard dans leur compte. 1 milliard de dollars dans leur compte. Et il n'y a rien, il n'y a aucun discours objectif qui permette de justifier que ceux-là cumulent les richesses alors que d'autres crèvent. Il n'y a aucun discours objectif. Dès que quelqu'un va parler, il va sortir de la poésie. Il va dire, ouais, il mérite, il a pris plus de risques, mais on n'est pas des animaux, justement. C'est ça le plan, on a les moyens. Et nous, moi, ce que je fabrique en inventant ce gamin, c'est de la subtilité, de la complexité, de l'ouverture, de l'acuité intellectuelle pour qu'on apprenne à écouter, pousser l'herbe de la révolution, voilà. Merci beaucoup, Gauze. Merci, je suis très contente de vous avoir revu. Voilà, vous avez parlé de votre nouveau roman, c'est Camarade, Papa, aux éditions Le Nouvel Attila. Merci beaucoup. Je te remercie. Et quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.